Bonjour, alors je vais lire Le Malade imaginaire. Il y a un prologue, normalement une sorte de chœur, parce que c'est une comédie-ballet. Je vais le lire, mais je ne vais pas le chanter, parce que normalement ce genre de truc, c'est un peu chanté. Donc évidemment, je ne vais pas le chanter. Si vous souhaitez d'autres lectures, n'hésitez pas, enfin être au courant des lectures, n'hésitez pas à vous abonner. Donc voilà, je commence le prologue. Après les glorieuses fatigues et les exploits victorieux de notre auguste monarque, il est bien juste que tous ceux qui se mêlent d'écrire travaillent ou à ses louanges ou à son divertissement. C'est ce qu'ici l'on a voulu faire, et ce prologue est un essai des louanges de ce grand prince qui donne entrée à la comédie du malade imaginaire, dont le projet a été fait pour le délasser de ses nobles travaux. La décoration représente un lieu champêtre et néanmoins fort agréable. Épilogue. En musique et en danse, normalement. Donc, il y a plusieurs personnages. Il y a Flore, Pan, Clymène, Daphné, Tircis, Dorylas, deux zéphyrs et troupe de bergères et de bergers. Donc, Flore. Quittez, quittez vos troupeaux, venez bergers, venez bergères, accourez, accourez sous ces tendres ormeaux. Je viens vous annoncer des nouvelles bien chères et réjouir tous ces hameaux. Quittez, quittez vos troupeaux, venez bergers, venez bergères, accourez, accourez sous ces tendres ormeaux. Clymène et Daphné. Berger, laissons là tes feux. Voilà Flore qui nous appelle. Tircis et Dorylas. Mais au moins dis-moi, cruel, si d'un peu d'amitié tu paieras mes vœux. Dorylas. Si tu seras sensible à mon ardeur fidèle. Voilà Flore qui nous appelle. Ce n'est qu'un mot, un seul mot que je veux. Languirai-je toujours dans ma peine mortelle? Puis-je espérer qu'un jour tu me rendras heureux? Clymène et Daphné. Voilà Flore qui nous appelle. Entrée de ballet. Donc toute la troupe des bergers et des bergères va se placer en cadence autour de Flore. Clymène. Quelle nouvelle parmi nous, déesse, doit jeter tant de réjouissance? Daphné. Nous brûlons d'apprendre de vous cette nouvelle d'importance. Dorylas. D'ardeur nous en soupirons tous. Nous en mourons d'impatience. Flore. La voici. Silence, silence. Vos vœux sont exaucés. Louis est de retour. Il ramène en ces lieux les plaisirs et l'amour, et vous voyez finir vos mortelles alarmes. Par ses vastes exploits, son bras voit tout soumis. Il quitte les armes, faute d'ennemis. Et là, tous ensemble, ah, quelle douce nouvelle, qu'elle est grande, qu'elle est belle, que de plaisir, que de ris, que de jeux, que de succès heureux, et que le ciel a bien rempli nos vœux. Ah, quelle douce nouvelle, qu'elle est grande, qu'elle est belle. Encore une autre entrée de ballet, donc tous les bergers et bergères expriment par des danses les transports de leur joie. Ils sont ravis. Donc là, il y a Flore qui parle en premier. De vos flûtes bocagères, réveillez les plus beaux sons. Louis offre à vos chansons la plus belle des matières. Après 100 combats où cueille son bras, une ample victoire formée entre vous, 100 combats plus doux pour chanter sa gloire. Et là, hop, tous ensemble, ils disent « Formons entre nous 100 combats plus doux pour chanter sa gloire. » Flore. Mon jeune amant dans ce bois, des présents de mon empire, prépare un prix à la voix. Qui saura le mieux nous dire les vertus et les exploits du plus auguste des rois? Après, on enchaîne avec Clymène, Daphné, Tircis, Dorylas. Si Tircis a l'avantage, si Dorylas est vainqueur, à le chérir je m'engage, je me donne à son ardeur, ô très chères espérances, ô mots pleins de douceur. Et là, tous les deux, plus beau sujet, plus belle récompense peuvent-ils animer un cœur? Les violons jouent un air donc pour animer les deux bergers au combat, tandis que Flore, comme juge, va se placer au pied de l'arbre avec deux zéphyrs et que le reste, comme spectateur, va occuper les deux côtés du théâtre. Donc Tircis, quand la neige fondue enfle un torrent fameux, contre l'effort soudain de ces flots écumeux, il n'est rien d'assez solide. Digues, châteaux, villes et bois, hommes et troupeaux, à la fois, tout cède au courant qui le guide, tel est plus fier et plus rapide, marche Louis dans ses exploits. Ça continue, le ballet continue. Donc, les bergers et bergères du côté de Tircis dansent autour de lui sur une ritournelle pour exprimer leurs applaudissements. Dorylas. La foudre menaçant qui perce avec fureur l'affreuse obscurité de la rue enflammée fait d'épouvante et d'horreur
trembler le plus ferme cœur, mais à la tête d'une armée, Louis jette plus de terreur. Le ballet. Donc les bergers et bergères du côté de Dorylas font de même que les autres. Tircis. Des fabuleux exploits que la Grèce a chantés, par un brillant amas de belles vérités, nous voyons la gloire effacée. Et tous ces fameux demi-dieux que vante l'histoire passée ne sont point à notre pensée. Ce que Louis est à nos yeux. Donc le ballet. Les bergers et bergères du côté de Tircis font encore la même chose. Dorylas. Louis fait à notre temps par ses faits inouïs croire tous les beaux faits que nous chante l'histoire, des siècles évanouis. Mais nos neveux, dans leur gloire, n'auront rien qui fasse croire tous les beaux faits de Louis. Les neveux sont des descendants. Donc le ballet, on continue. Les bergers et bergères du côté de Dorylas font encore de même. Après quoi, les deux parties se mêlent. Donc Pan suivi de 6 faunes. Donc faune, dans ce cas-là, c'est une divinité antique des bois, mi-homme, mi-bouc. Donc voilà. Donc, Pan suivi de 6 faunes. Laissez, berger, ce dessein téméraire. Et que voulez-vous faire? Chanter sur vos chalumeaux. Chalumeaux, donc ce sont des flûtes faites d'un roseau percé de trous. Donc, que voulez-vous faire? Chanter sur vos chalumeaux, ce qu'Apollon sur sa lyre, avec ses chants les plus beaux, n'entreprendrait pas de dire. C'est donner trop d'essor au feu qui vous inspire, c'est monter vers les cieux sur des ailes de cire pour tomber dans le fond des eaux. Voilà, on va peut-être arriver vers la fin. Donc là, c'est encore Pan qui continue. Donc pour chanter de Louis l'intrépide courage, il n'est point d'assez docte voix, point de mots assez grands pour en tracer l'image. Le silence est le langage qui doit louer ses exploits. Consacrez d'autres soins à sa pleine victoire, vos louanges n'ont rien qui flatte ses désirs. Laissez là sa gloire, ne songez qu'à ses plaisirs. Et là, hop, tous ensemble, laissons là sa gloire, ne songeons qu'à ses plaisirs. Flore qui intervient, bien que pour étaler ses vertus immortelles, la force manque à vos esprits, ne laissez pas tous deux de recevoir le prix. Dans les choses grandes et belles, il suffit d'avoir entrepris. Voilà. Entrée du ballet. Donc les deux zéphyrs dansent avec 2 couronnes de fleurs à la main, qu'ils viennent donner ensuite aux 2 bergers. Clymène et Daphné, en leur donnant la main, dans les choses grandes et belles, il suffit d'avoir entrepris. Ah, que d'un doux succès notre audace est suivie. Flore et Pan. Ce qu'on fait pour Louis, on ne le perd jamais. Les 4 amants, c'est-à-dire les 4 amoureux. Aux soins de ses plaisirs, donnons-nous désormais. Flore et Pan. Heureux qui peut lui consacrer sa vie. Et tous, joignons tous dans ces bois nos flûtes et nos voix. Ce jour nous y convie et faisons aux échos redire 1000 fois. Louis est le plus grand des rois, heureux qui peut lui consacrer sa vie. Voilà. Non, il y a encore une dernière, voilà. Dernière et grande entrée de ballet. Faune, berger et bergère, tous se mêlent et il se fait entre eux des jeux de danse, après quoi ils se vont préparer pour la comédie. Après, il y a un autre prologue. Donc, le théâtre représente une forêt. L'ouverture du théâtre se fait par un bruit agréable d'instruments. Ensuite, une bergère vient se plaindre tendrement de ce qu'elle ne trouve aucun remède pour soulager les peines qu'elle endure. Plusieurs faunes et agrippants, assemblés pour des fêtes et des jeux qui leur sont particuliers, rencontrent la bergère. Ils écoutent ses plaintes et forment un spectacle très divertissant. Donc, plainte de la bergère. Donc, elle arrive à se plaindre. Votre plus haut savoir n'est que pure chimère, vain et peu sage médecin. Vous ne pouvez guérir par vos grands mots latins la douleur qui me désespère. Votre plus haut savoir n'est que pure chimère. Hélas, je n'ose découvrir mon amoureux martyr. Mon amoureux martyr, ce que je souffre par amour. C'est ça qu'elle veut dire. Donc, hélas, je n'ose découvrir mon amoureux martyr, au berger pour qui je soupire, et qui seul peut me secourir. Ne prétendez pas le finir, ignorant médecin, vous ne sauriez le faire. Votre plus haut savoir n'est que pure chimère, ces remèdes peu sûrs dont le simple vulgaire croit que vous connaissez l'admirable vertu pour les maux que je sens n'ont rien de salutaire. Et tout votre caquet, donc le caquet bavardage inutile, ne peut être reçu que d'un malade imaginaire.
Votre plus haut savoir n'est que pure chimère, vain et peu sage médecin, vous ne pouvez guérir par vos grands mots latins. La douleur qui me désespère, votre plus haut savoir n'est que pure chimère. Voilà, là le théâtre change et représente une chambre. Et là, on va passer, en fait, voilà, c'est l'intro pour rentrer dans l'acte 1. Donc, acte 1, le malade imaginaire, scène 1, Argan. Argan, seul dans sa chambre, assis, une table devant lui, compte des parties d'apothicaire avec des jetons. Parties d'apothicaire, ce sont les factures du pharmacien, langage des médecins au XVIIe siècle. Donc voilà, compte des parties d'apothicaire avec ses jetons. Donc il fait, parlant à lui-même, les dialogues suivants. 3 et 2 font 5, et 5 font 10, et 10 font 20, 3 et 2 font 5, plus du 20 quatrième, un petit clister, insinuatif, réparatif et rémollient, pour amollir, humecter et rafraîchir les entrailles de monsieur. Ce qui me plaît de monsieur Fleurant, mon apothicaire, c'est que ces parties sont toujours fort civiles. Ça veut dire courtoises. Les entrailles de monsieur 30 sols. Oui, mais monsieur Fleurant, ce n'est pas tout que d'être civil. Il faut être aussi raisonnable et ne pas écorcher les malades. 30 sols, un lavement. Je suis votre serviteur, je vous l'ai déjà dit. Vous ne me les avez mis dans les autres parties qu'à 20 sols. Et 20 sols en langage d'apothicaire, c'est-à-dire 10 sols, les voilà 10 sols. Plus du 10 jours, un bon clister d'étersif. Alors, du 10 jours, D-U-D-I-T, en entier, jour, ça veut dire du même jour. Un bon clister d'étersif, c'est cicatrisant. Et clister, on a dit, c'était un lavement. Voilà. Donc, je recommence. Les voilà 10 sols, plus du 10 jours, un bon clister d'étersif composé avec catholicon double, rhubarbe, miel rosa et autres, suivant l'ordonnance pour balayer, laver et nettoyer le bas-ventre de monsieur 30 sols. Avec votre permission, 10 sols, plus du 10 jours, le soir, un julep hépatique, sopporatif et somnifère, composé pour faire dormir monsieur 35 sols. Je ne me plains pas de celui-là, car il me fit bien dormir. 10, 15, 16 et 17 sols, 6 deniers, plus du 25e, une bonne médecine purgative et corroborative, composée de casses récentes avec Séné-Levantin et autres, suivant l'ordonnance de M. Purgeon pour expulser et évacuer la bile de M. 4 livres. Ah, M. Florent, c'est se moquer. Il faut vivre avec des malades. M. Purgon ne vous a pas ordonné de mettre 4 francs. Mettez 3 livres, s'il vous plaît. 20 et 30 sols. Plus du 10 jours, une potion anodine et astringente pour faire reposer monsieur 30 sols. Bon, 10 et 15 sols, plus du 20e, un clister carminatif pour chasser les vents de monsieur 30 sols. 10 sols, monsieur Fleurant. Plus le clister de monsieur réitéré le soir comme dessus 30 sols. Monsieur Fleurant 10 sols, plus du 27e, une bonne médecine composée pour hâter d'aller et chasser dehors les mauvaises humeurs de monsieur 3 livres. Bon, 20 et 30 sols, je suis bien aise que vous soyez raisonnable. Plus du 28e, une prise de petit lait clarifié et édulcoré pour adoucir, lénifier, tempérer et rafraîchir le sang de monsieur 20 sols. Bon, 10 sols, plus une potion cordiale et préservative composée avec 12 grains et de bézoard, sirop de limon et grenade et autres suivant l'ordonnance 5 livres. Ah, monsieur Fleurant, tout doux s'il vous plaît. Si vous en usez comme cela, on ne voudra plus être malade. Contentez-vous de 4 francs, 20 et 40 sols. 3 et 2 font 5 et 5 font 10 et 10 font 20. 63 livres, 4 sols, 6 deniers. Si bien donc que de ce mois-ci, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 médecines. 8 médecines sont des médicaments. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 12 lavements. Et l'autre mois, il y avait 12 médecines et 20 lavements. Je ne m'étonne pas si je ne me porte pas si bien ce mois-ci que l'autre. Je le dirai à M. Purgon, afin qu'il mette ordre à cela. Allons, qu'on m'ôte tout ceci. Il n'y a personne? J'ai beau dire, on me laisse toujours seul. Il n'y a pas moyen de les arrêter ici. Il sonne une sonnette pour faire venir ces gens. Ils n'entendent point, et ma sonnette ne fait pas assez de bruit. Dring dring, point d'affaire. Dring dring, ils sont sourds. Toinette, dring dring, tout comme si je ne sonnais point. Chienne, coquine, dring dring, j'enrage. Il ne sonne plus, mais il crie. Dring dring,
Carogne à tous les diables, est-il possible qu'on laisse comme cela un pauvre malade tout seul? Dring, dring! Voilà qui est pitoyable. Dring, dring! Ah mon Dieu, ils me laisseront ici mourir. Dring, dring! Voilà. Donc là, c'était un petit peu une... en gros, il a lu son ordonnance avec tout ce qu'il a payé. Enfin bon. Voilà, il paye énormément. La scène 2, c'est Toinette et Argan. Toinette en entrant dans la chambre. On y va! Ah, chienne! Ah, carogne! Toinette faisant semblant de s'être cogné la tête. Diantre, soit faite votre impatience! Vous pressez si fort les personnes que je me suis donné un grand coup de la tête contre la carne d'un volet. Argan en colère. Ah, traîtresse! Toinette, pour l'interrompre et l'empêcher de crier, se plaint toujours en disant « Oh! Il y a! Oh! Il y a 1 heure! Ah! Tu m'as laissé! Ah! Tais-toi donc, coquine, que je te querelle! Samon, ma foi, j'en suis d'avis après ce que je me suis fait. Tu m'as fait égosiller, carogne, et vous m'avez fait, vous, casser la tête. L'un vaut bien l'autre, quitte à quitte, si vous voulez. Quoi, coquine? Si vous querellez, je pleurerai. Quoi? Il faudra encore que je n'ai pas le plaisir de la quereller? Quereller tout votre sou, je le veux bien. Tu m'en empêches, chienne, en m'interrompant à tout coup. Si vous avez le plaisir de quereller, il faut bien que de mon côté, j'ai le plaisir de pleurer. Chacun le sien, ce n'est pas trop. Ah! Allons, il faut en passer par là. Ôte-moi ceci, coquine, ôte-moi ceci. Argan se lève de sa chaise. Mon lavement d'aujourd'hui a-t-il bien opéré? Votre lavement? Oui, ai-je bien fait de la bile? Ma foi, je ne me mêle point de ces affaires-là. C'est à monsieur Fleurant à y mettre le nez, puisqu'il en a le profit. Qu'on ait soin de me tenir un bouillon prêt pour l'autre que je dois tantôt prendre. Ce monsieur Fleurant-là et ce monsieur Purgon s'égayent bien sur votre corps. Ils ont en vous une bonne vache à lait, et je voudrais bien leur demander quel mal vous avez pour vous faire tant de remède. Taisez-vous, ignorante, ce n'est pas à vous de contrôler les ordonnances de la médecine. Qu'on me fasse venir ma fille, Angélique, j'ai à lui dire quelque chose. La voici qui vient d'elle-même, elle a deviné votre pensée. Scène 3, Angélique, Toinette, Argan. Argan. Approchez, Angélique, vous venez à propos, je voulais vous parler. Me voilà prête à vous ouïr. Argan, courant au bassin. Le bassin, c'est un grand plat creux et allongé et il est destiné à recueillir l'urine. Donc, Argan, courant au bassin. Attendez, donnez-moi mon bâton, je vais revenir tout à l'heure. Toinette en l'oreillant. Allez, vite, monsieur, allez, monsieur Florent nous donne des affaires. Scène 4, Angélique et Toinette. Angélique, la regardant d'un œil languissant, lui dit confinement. Toinette. Quoi? Regarde-moi un peu. Eh bien, je vous regarde. Toinette. Eh bien quoi, Toinette? Ne devines-tu point de quoi je veux parler? Je m'en doute assez de notre jeune amant, car c'est sur lui depuis 6 jours que roulent tous nos entretiens, et vous n'êtes point bien si vous n'en parlez à toute heure. Puisque tu connais cela, que n'es-tu donc la première à m'en entretenir, et que ne m'épargnes-tu la peine de te jeter sur ce discours? Se jeter sur ce discours, c'est se lancer sur le sujet. Vous m'en donnez pas le temps, et vous avez des soins là-dessus qu'il est difficile de prévenir. Oh, je t'avoue que je ne saurais me lasser de te parler de lui, et que mon cœur profite avec chaleur de tous les moments de s'ouvrir à toi. Mais dis-moi, condamnes-tu, Toinette, les sentiments que j'ai pour lui? Je n'ai garde. Ai-je tort de m'abandonner à ces douces impressions? Je ne dis pas cela. Et voudrais-tu que je fusse insensible aux tendres protestations de cette passion ardente qu'il témoigne pour moi? À Dieu ne plaise! Dis-moi un peu, ne trouves-tu pas comme moi quelque chose du ciel, quelque effet du destin dans l'aventure inopinée de notre connaissance? Oui. Ne trouves-tu pas que cette action d'embrasser ma défense sans me connaître est tout à fait d'un honnête homme? Oui. Que l'on ne peut en user plus généreusement? D'accord. Et qu'il fit tout cela de la meilleure grâce du monde? Oh oui. Ne trouves-tu pas, Toinette, qu'il est bien fait de sa personne? Assurément. Qu'il a l'air le meilleur du monde? Sans doute. Que ses discours comme ses actions ont quelque chose de noble? Cela est sûr. Qu'on ne peut rien entendre de plus passionné que tout ce qu'il me dit? Il est vrai. Et qu'il n'est rien de plus fâcheux que la contrainte où l'on me tient qui bouche tout commerce au doux empressement de cette mutuelle ardeur que le ciel nous inspire? Vous avez raison. Mais ma pauvre Toinette, crois-tu qu'il m'aime autant qu'il me le dit?
Et ces choses-là, parfois, sont un peu sujettes à caution. Les grimaces d'amour ressemblent fort à la vérité, et j'ai vu de grands comédiens là-dessus. Ah, Toinette, que dis-tu là? Hélas, de la façon qu'il parle, serait-il bien possible qu'il ne me dise pas vrai? En tout cas, vous en serez bientôt éclairci, et la résolution où il vous écrivit hier qu'il était de vous faire demander en mariage est une prompte voie à vous faire connaître s'il vous dit vrai ou non. C'en sera là la bonne preuve. Ah, Toinette, si celui-là me trompe, je ne croirai de ma vie aucun homme. Voilà votre père qui revient. Scène 5. Argan, Angélique et Toinette. Argan se met dans sa chaise. Oh ça, ma fille, je vais vous dire une nouvelle, ou peut-être ne vous attendez-vous pas. On vous demande en mariage. Qu'est-ce que cela? Vous riez? Cela est plaisant, oui, ce mot de mariage. Il n'y a rien de plus drôle pour les jeunes filles. Ah, nature, nature, à ce que je puis voir, ma fille, je n'ai que faire de vous demander si vous voulez bien vous marier. Je dois faire, mon père, tout ce qu'il vous plaira de m'ordonner. Oh, je suis bien aise d'avoir une fille si obéissante. La chose est donc conclue et je vous ai promise. C'est à moi, mon père, de suivre aveuglément toutes vos volontés. Ma femme, votre belle-mère, avait envie que je vous fisse religieuse, et votre petite sœur, Louison, aussi. Et de tout temps, elle a été heurtée à cela. Toinette tout bas. La bonne bête a sa raison. Elle ne voulait point consentir à ce mariage, mais je l'ai emportée et ma parole est donnée. Ah, mon père, que je vous suis obligée de toutes vos bontés. En vérité, je vous sais bon gré de cela, et voilà l'action la plus sage que vous ayez faite de votre vie. Je n'ai point encore vu la personne, mais on m'a dit que j'en serais content et toi aussi. Assurément, mon père. Comment l'as-tu vu? Comment l'as-tu vu? Puisque votre consentement m'autorise à vous ouvrir mon cœur, je ne feindrai point de vous dire que le hasard nous a fait connaître il y a 6 jours, et que la demande qu'on vous a faite est un effet de l'inclination que dès cette première vue, nous avons prise l'un pour l'autre. Argan. Ils ne m'ont pas dit cela, mais j'en suis bien aise, et c'est tant mieux que les choses soient de la sorte. Ils disent que c'est un grand jeune garçon bien fait. Oui, mon père. De belle taille, sans doute. Agréable de sa personne, assurément. De bonne physionomie, très bonne. Sage et bien né, tout à fait. Fort honnête, le plus honnête du monde, qui parle bien latin et grec. C'est ce que je ne sais pas. Et qui sera reçu médecin dans 3 jours. Lui, mon père? Oui. Est-ce qu'il ne te l'a pas dit? Non, vraiment. Qui vous l'a dit à vous? Monsieur Purgon? Est-ce que Monsieur Purgon le connaît? La belle demande, il faut bien qu'il le connaisse, puisque c'est son neveu. Cléante, neveu de Monsieur Purgon? Quelle Cléante? Nous parlons de celui pour qui l'on t'a demandé en mariage. Eh oui. Eh bien, c'est le neveu de Monsieur Purgon, qui est le fils de son beau-frère, le médecin, Monsieur Diafoirus. Et ce fils s'appelle Thomas Diafoirus, et non pas Cléante. Et nous avons conclu ce mariage-là ce matin. Monsieur Purgon, Monsieur Florent et moi. Et demain, ce gendre prétendu doit m'être amené par son père. Qu'est-ce que... Vous voilà tout ébobie? C'est mon père que je connais, que vous avez parlé d'une personne et que j'ai entendu une autre. Quoi? Toinette là qui réagit. Quoi? Monsieur, vous auriez fait ce dessin burlesque et avec tout le bien que vous en avez, vous voudriez marier votre fille avec un médecin? Argon. Oui, de quoi te mêles-tu, coquine, imprudente que tu es? Mon Dieu, tout doux, vous allez d'abord avec invective. Est-ce que nous ne pouvons pas raisonner ensemble sans nous emporter? Là, parlons de sang-froid. Quelle est votre raison, s'il vous plaît, pour un tel mariage? Ma raison est que, me voyant infirme et malade comme je suis, je veux me faire un gendre et des alliés médecins, afin de m'appuyer de bons secours contre ma maladie, d'avoir dans ma famille les sources des remèdes qui me sont nécessaires, et d'être à même des consultations et des ordonnances. Toinette. Eh bien, voilà dire une raison, et il y a plaisir à se répondre doucement les uns les autres. Mais monsieur, mettez la main à la conscience, est-ce que vous êtes malade? Comment, coquine, si je suis malade? Si je suis malade, impudente! Eh bien oui, monsieur, vous êtes malade, n'ayons point de querelle là-dessus. Oui, vous êtes fort malade, j'en demeure d'accord, et plus malade que vous ne pensez. Voilà qui est fait. Mais votre fille doit épouser un mari pour elle, et n'étant point malade, il n'est pas nécessaire de lui donner un médecin. Argan. C'est pour moi que je lui donne ce médecin, et une fille du bon naturel doit être ravie d'épouser ce qui est utile à la santé de son père. Toinette. Ma foi, monsieur, voulez-vous qu'en ami je vous donne un conseil?
Quel est-il, ce conseil? De ne point songer à ce mariage-là. Et la raison? La raison, c'est que votre fille n'y consentira point. Non? Elle n'y consentira point? Non. Ma fille? Votre fille, elle vous dira qu'elle n'a que faire de monsieur Diafoirus, ni de son fils Thomas Diafoirus, ni de tous les Diafoirus du monde. J'en ai affaire, moi, outre que le parti est plus avantageux qu'on ne pense, monsieur Diafoirus n'a que ce fils-là pour tout héritier. Et de plus, monsieur Purgon, qui n'a ni femme ni enfant, lui donne tout son bien en faveur de ce mariage. Et monsieur Purgon est un homme qui a 8000 bonnes livres de rente. Il faut bien qu'il ait tué bien des gens pour s'être fait si riche. 8000 livres de rente sont quelque chose, sans compter le bien du père. Monsieur, tout cela est bel et bon, mais j'en reviens toujours là, je vous conseille, entre nous, de lui choisir un autre mari. Elle n'est point faite pour être madame Diafoirus. Et je veux, moi, que cela soit. Et fi, ne dites pas cela. Comment? Que je ne dise pas cela? Et non. Et pourquoi ne le dirais-je pas? On dira que vous ne songez pas à ce que vous dites. On dira ce qu'on voudra, mais je vous dis que je veux qu'elle exécute la parole que j'ai donnée. Non, je suis sûre qu'elle ne le fera pas. Je l'y forcerai bien. Elle ne le fera pas, vous dis-je. Elle le fera, ou je la mettrai dans un couvent. Vous? Moi? Bon. Comment bon? Vous ne la mettrez point dans un couvent. Je ne la mettrai point dans un couvent. Non. 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 Ouais, voici qui est plaisant. Je ne mettrai pas ma fille dans un couvent si je veux. Non, vous dis-je. Qui m'en empêchera? Vous-même. Moi? Oui, vous n'aurez pas ce cœur-là. Je l'aurai. Vous vous moquez. Je ne me moque point. La tendresse paternelle vous prendra. Elle ne me prendra point. Une petite larme ou deux, des bras jetés au cou, un mon petit papa mignon, prononcé tendrement, sera assez pour vous toucher. Tout cela ne fera rien. Oui, oui. Je vous dis que je n'en démordrai point, Bagatelle. Il ne faut point dire, Bagatelle. Mon Dieu, je vous connais, vous êtes bon naturellement. Argan avec comportement. Je ne suis point bon, je suis méchant quand je veux. Doucement, monsieur, vous ne songez pas que vous êtes malade? Je lui commande absolument de se préparer à prendre le mari que je dis. Et moi, je lui défends absolument d'en faire rien. Où est-ce donc que nous sommes? Et quelle audace est-ce là à une coquine de servante de parler de la sorte devant son maître? Quand un maître ne songe pas à ce qu'il fait, une servante bien sensée est en droit de le redresser. Argan court après Toinette. Ah, insolente, il faut que je t'assomme. Toinette se sauve de lui. Il est de mon devoir de m'opposer aux choses qui vous peuvent déshonorer. Argan, en colère, court après elle, autour de sa chaise, son bâton à la main. Viens, viens, que je t'apprenne à parler. C'est pas très 2023. Toinette, courant et se sauvant du côté de la chaise où n'est pas Argan. Je m'intéresse comme je dois à ne vous point laisser faire de folie. Chienne, non, je ne consentirai jamais à ce mariage. Pandarde, je ne veux point qu'elle épouse votre Thomas Diafoirus. Carogne, et elle m'obéira plutôt qu'à vous. Angélique, tu ne veux pas m'arrêter cette coquine-là? Eh, mon père, ne vous faites point malade. Si tu ne me l'arrêtes pas, je te donnerai ma malédiction. Et moi, je la déshériterai si elle vous obéit. Argan se jette dans sa chaise et tend là de courir après elle. Ah, je n'en puis plus. Voilà pour me faire mourir. C'est drôle. Scène 6, Béline, Angélique, Toinette, Argan. Béline, on se rappelle, donc Béline, c'est qui? Béline. Béline, c'est la seconde femme d'Argan. Voilà. Et voilà. Ah, ma femme, approchez. Qu'avez-vous, mon pauvre mari? Venez-vous-en ici à mon secours. Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a, mon petit-fils? Mamie, mon ami, on vient de me mettre en colère. Oh, hélas, pauvre petit mari, comment donc, mon ami? Votre coquine de Toinette est devenue plus insolente que jamais. Ne vous passionnez donc point. Elle m'a fait enrager, mamie. Doucement, mon fils. Elle a contrecarré, 1 heure durant, les choses que je veux faire. Là, tout doux. Et a eu l'effronterie de me dire que je ne suis point malade. C'est une impertinente. Vous savez, mon cœur, ce qui en est. Oui, mon cœur, elle a tort. M'amour, cette coquine...
M'amour, cette coquine-là me fera mourir. Et là, elle est la cause de toute la bile que je fais. Ne vous fâchez point tant. Et il y a je ne sais combien que je vous dis de me la chasser. Mon Dieu, mon fils, il n'y a point de serviteurs et de servantes qui n'aient leurs défauts. On est contraint parfois de souffrir leurs mauvaises qualités à cause des bonnes. Celle-ci est adroite, soigneuse, diligente et surtout fidèle. Et vous savez qu'il faut maintenant de grandes précautions pour les gens que l'on prend. Oh la Toinette, madame, pourquoi donc est-ce que vous mettez mon mari en colère? Toinette d'un ton doucereux. Moi, madame? Hélas, je ne sais pas ce que vous voulez dire, et je ne songe qu'à complaire à monsieur en toutes choses. Ah, la traîtresse! Il nous a dit qu'il voulait donner sa fille en mariage au fils de monsieur Diafoirus. Je lui ai répondu que je trouvais le parti avantageux pour elle, mais que je croyais qu'il ferait mieux de la mettre dans un couvent. Il n'y a pas grand mal à cela, et je trouve qu'elle a raison. Ah, m'amour, vous la croyez? C'est une scélérate, elle m'a dit sans insolence. Eh bien, je vous crois, mon ami. Là, remettez-vous. Écoutez, Toinette, si vous fâchez jamais mon mari, je vous mettrai dehors. Ça, donnez-moi son manteau fourré et des oreillers que je l'accommode dans sa chaise. Vous voilà, je ne sais comment. Enfoncez bien votre bonnet, jusque sur vos oreilles. Il n'y a rien qui enrhume tant que de prendre l'air par les oreilles. Oh, mamie, que je vous suis obligée de tous les soins que vous prenez de moi. Béline accommodant les oreillers qu'elle met autour d'Argan. Levez-vous que je mette ceci sous vous. Mettons celui-ci pour vous appuyer et celui-là de l'autre côté. Mettons celui-ci derrière votre dos et cet autre-là pour soutenir votre tête. Toinette lui mettant rudement un oreiller sur la tête et puis fuyant. Et celui-ci pour vous garder du serein. De l'humidité qui tombe avec le soir. C'est serein. Serein, c'est ça. Argan se lève en colère et jette tous les oreillers à Toinette. Ah, coquine, tu veux m'étouffer? Béline, et là, qu'est-ce que c'est donc? Argan, tout essoufflé, se jette dans sa chaise. Ah, je n'en puis plus. Pourquoi vous emporter ainsi? Elle a cru faire bien. Vous ne connaissez pas, m'amour, la malice de la pandarde. Ah, elle m'a mis tout hors de moi. Et il faudra plus de 8 médecines et 12 lavements pour réparer tout ceci. Là, mon petit ami, apaisez-vous un peu. Mamie, vous êtes toute ma consolation. Pauvre petit-fils. Pour tâcher de reconnaître l'amour que vous me portez, je veux, mon cœur, comme je vous ai dit, faire mon testament. Ah, mon ami, ne parlons point de cela, je vous prie. Je ne saurais souffrir cette pensée. Le seul mot de testament me fait tressaillir de douleur. Je vous avais dit de parler pour cela à votre notaire. Le voilà là-dedans, que j'ai ramené avec moi. Faites-le donc entrer, m'amour. Hélas, mon ami, quand on aime bien un mari, on n'est guère en état de songer à tout cela. Scène 7, le notaire, Béline, Argan. Argan. Approchez, monsieur de Bonnefoy, approchez. Prenez un siège, s'il vous plaît. Ma femme m'a dit, monsieur, que vous étiez fort honnête homme, et tout à fait de ses amis. Et je l'ai chargé de vous parler pour un testament que je veux faire. Béline. Hélas, je ne suis point capable de parler de ces choses-là. Le notaire. Elle m'a, monsieur, expliqué vos intentions et le dessein où vous êtes pour elle. Et j'ai à vous dire là-dessus que vous ne sauriez rien donner à votre femme par votre testament. Mais pourquoi? La coutume y résiste. La coutume, ce sont des lois orales. La France est au XVIIe siècle un pays coutumier qui obéit donc à ces lois. Donc voilà, donc le notaire, voilà. La coutume y résiste. Si vous étiez dans un pays de droit écrit, cela se pourrait faire. Mais à Paris et dans les pays coutumiers, au moins dans la plupart, c'est ce qui ne se peut et la disposition serait nulle. Tout l'avantage qu'hommes et femmes, conjoints par mariage, se peuvent faire l'un à l'autre, c'est un don mutuel entre vifs, V-I-F-S, c'est-à-dire des personnes vivantes. Encore faut-il qu'il n'y ait d'enfants, soit des deux conjoints ou de l'un d'eux lors du décès du premier mourant. Argan. Voilà une coutume bien impertinente, qu'un mari ne puisse rien laisser à une femme dont il est aimé tendrement et qui prend de lui tant de soins. J'aurais envie de consulter mon avocat pour voir comment je pourrais faire. Le notaire. Ce n'est point à des avocats qu'il faut aller, car ils sont d'ordinaire sévères là-dessus, et s'imaginent que c'est un grand crime que de disposer en fraude de la loi. Ce sont des gens de difficulté et qui sont ignorants des détours de la conscience. Détours de la conscience, justification qu'on se donne pour contourner la loi.
Donc là, des avocats, ils sont trop droits, quoi, en gros. Il y a d'autres personnes à consulter qui sont bien plus accommodantes, qui ont des expédients sont des moyens, pour passer doucement, donc sans bruit, donc en douceur, en dessous la table, on va dire, par-dessus la loi, et rendre juste ce qui n'est pas permis, qui savent aplanir les difficultés d'une affaire et trouver les moyens d'éluder la coutume par quelque avantage indirect. Sans cela, où en serions-nous tous les jours? Il faut de la facilité dans les choses, autrement nous ne ferions rien, et je ne donnerai pas un sou de notre métier. En gros, c'est un peu dire que là, le notaire, il préfère parler à des gens qui contournent les lois, qui sont un peu brigands, qui sont, voilà, pour faire des affaires tranquillement. Et voilà, s'il faisait pas des trucs un peu sous la table, un petit peu pas très légal, ben, il dit « je ne donnerai pas un sou de notre métier ». Voilà, qu'est-ce qu'il ferait? Argan. Ma femme m'avait bien dit, monsieur, que vous étiez fort habile et fort honnête homme. Comment puis-je faire, s'il vous plaît, pour lui donner mon bien et en frustrer mes enfants? Le notaire. Comment vous pouvez faire? Vous pouvez choisir doucement un ami intime de votre femme, auquel vous donnerez en bonne forme, par votre testament, tout ce que vous pouvez. Et cet ami ensuite lui rendra tout. Vous pouvez encore contracter un grand nombre d'obligations non suspectes au profit de divers créanciers qui prêteront leur nom à votre femme et entre les mains de laquelle ils mettront leur déclaration. Pour ce qu'ils en ont fait n'a été que pour lui faire plaisir. Vous pouvez aussi, pendant que vous êtes en vie, mettre entre ses mains de l'argent comptant ou des billets que vous pourrez avoir payables au porteur. Béline. Oh mon Dieu, il ne faut point vous tourmenter de tout cela. S'il vient faute de vous, mon fils, je ne veux plus rester au monde. On sent la comédie venir. Argan. Mamie. Oui, mon ami, si je suis assez malheureuse pour vous perdre. Ma chère femme, la vie ne me sera plus de rien. M'amour. Et je suivrai vos pas pour vous faire connaître la tendresse que j'ai pour vous. Mamie, vous me fendez le cœur, consolez-vous, je vous en prie. Le notaire. Ces larmes sont hors de raison, et les choses n'en sont point encore là. Ah, monsieur, vous ne savez pas ce que c'est qu'un mari qu'on aime tendrement. Argan. Tout le regret que j'aurai, si je meurs, mamie, c'est de n'avoir point un enfant de vous. Monsieur Purgon m'avait dit qu'il m'en ferait faire un. Cela pourrait venir encore, ça c'est le notaire. Il faut faire mon testament, m'amour, de la façon que monsieur dit. Mais par précaution, je veux vous mettre entre les mains 20 000 francs en or, que j'ai dans le lambris de mon alcôve, et 2 billets payables au porteur, qui me sont dus. L'un par monsieur Darmon, et l'autre par monsieur Géronte. Non, non, je n'en veux point, je ne veux point de tout cela. À combien dites-vous qu'il y a dans votre alcôve? Elle est quand même intéressée. 20 000 francs, m'amour. Oh, ne me parlez point de bien, je vous prie. Ah, de combien sont les 2 billets? Ils sont, mamie, l'un de 4 000 francs et l'autre de 6. Oh, tous les biens du monde, mon ami, ne me sont rien au prix de vous. Le notaire. Voulez-vous que nous procédions au testament? Argan. Oui, monsieur, mais nous serons mieux dans mon petit cabinet. M'amour, conduisez-moi, je vous prie. Allons, mon pauvre petit-fils. Scène 8. Angélique et Toinette. Les voilà avec un notaire. Et j'ai ouï parler de testament. Votre belle-mère ne s'endort point. Et c'est sans doute quelque conspiration contre vos intérêts, où elle pousse votre père. Angélique. Qu'il dispose de son bien à sa fantaisie, pourvu qu'il ne dispose point de mon cœur. Tu vois, Toinette, les dessins violents que l'on fait sur lui. Ne m'abandonne point, je te prie, dans l'extrémité où je suis. Moi, vous abandonner? J'aimerais mieux mourir. Votre belle-mère a beau me faire sa confidente et me vouloir jeter dans ses intérêts, je n'ai jamais pu avoir d'inclination pour elle, et j'ai toujours été de votre parti. Laissez-moi faire. J'emploierai toute chose pour vous servir. Mais pour vous servir avec plus d'effet, je veux changer de batterie. Utiliser d'autres méthodes. Couvrir le zèle que j'ai pour vous. Couvrir, cacher. Et feindre d'entrer dans les sentiments de votre père et de votre belle-mère. Angélique. Tâche, je t'en conjure, de faire donner avis à Cléante du mariage qu'on a conclu. Toinette. Je n'ai personne à employer à cet office que le vieux usurier Polichinelle, mon amant. L'usurier, c'est une personne qui prête de l'argent avec intérêt. Polichinelle, c'est personnage type de la Commedia dell'arte. Il n'a aucun rapport avec l'histoire et son statut d'amant de Toinette permet de justifier le premier intermède.
simple divertissement caractéristique de la comédie-ballet. Donc, je n'ai personne à employer à cet office que le vieux usurier Polichinelle, mon amant. Et il m'en coûtera pour cela quelques paroles de douceur que je veux bien dépenser pour vous. Pour aujourd'hui, il est trop tard, mais demain, de grand matin, je l'enverrai quérir. Il sera ravi de... Béline. Toinette, voilà qu'on m'appelle. Bonsoir. Reposez-vous sur moi. Le théâtre change et représente une ville. Et donc là, il y a le premier intermède. Donc ils font les petits intermèdes entre les actes. Donc je vais lire l'intermède quand même. Et j'arrêterai là après. Donc premier intermède. Polichinelle dans la nuit vient pour donner une sérénade à sa maîtresse. Il est interrompu d'abord par des violons contre lesquels il se met en colère, et ensuite par le guet, composé de musiciens et de danseurs. Donc là, c'est un petit peu, je pense, voilà, c'est un peu chanté. Donc évidemment, pareil que tout à l'heure, je ne vais pas chanter. Donc Polichinelle qui parle. Oh, amour, 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 pauvre Polichinelle, quel diable de fantaisie t'es-tu allé mettre dans la cervelle? À quoi t'amuses-tu, misérable insensé que tu es? Tu quittes le soin de ton négoce et tu laisses aller tes affaires à l'abandon. Tu ne manges plus, tu ne bois presque plus, tu perds le repos de la nuit, et tout cela pour qui? Pour une dragonne, franche dragonne, une diablesse qui te rembarre et se moque de tout ce que tu peux lui dire. Mais il n'y a point à raisonner là-dessus. Tu le veux, amour, il faut être fou comme beaucoup d'autres. Cela n'est pas le mieux du monde à un homme de mon âge. Mais qu'y faire? On n'est pas sage quand on veut, et les vieilles cervelles se démontent comme les jeunes. Je viens voir si je ne pourrais point adoucir ma tigresse par une sérénade. Il n'y a rien parfois qui soit si touchant qu'un amant qui vient chanter ses doléances au gond et au verrou de la porte de sa maîtresse. Voici de quoi accompagner ma voix. Ô nuit, ô chère nuit, porte mes plaintes amoureuses jusque dans le lit de mon inflexible. Et il chante ces paroles donc. Nuit et jour, je vous aime et vous adore. Je cherche un oui pour mon réconfort. Mais si vous dites non, belle ingrate, je mourrai. À travers l'espérance, s'afflige le cœur, car dans l'absence, il consume les heures. La si douce illusion qui me représente, la fin proche de mon tourment, hélas, dure trop. Aussi, pour trop aimer, je languis et je meurs. Nuit et jour, je vous aime et vous adore. Je cherche un oui pour mon réconfort. Mais si vous dites non, belle ingrate, je mourrai. Si vous ne dormez pas, pensez au moins aux blessures qu'au cœur vous me faites. Ah, feignez au moins pour mon réconfort, si vous me tuez, d'en avoir remords. Votre pitié me diminuera mon martyr. Votre pitié me diminuera mon martyr. Nuit et jour, je vous aime et vous adore. Je cherche un oui pour mon réconfort. Mais si vous dites non, belle ingrate, je mourrai. Une vieille se présente à la fenêtre et répond au signor Polichinelle en se moquant de lui. Freluquet qui à toute heure avec des regards trompeurs, désirs menteurs, soupirs fallacieux, accents perfides, vous vantez de votre foi? Ah, que vous ne m'abusez pas, car déjà je sais par expérience qu'en vous on ne trouve constance ni foi. Ah, comme elle est folle, celle qui vous croit. Les regards languissants ne me troublent plus, ces soupirs brûlants ne m'enflamment plus. Je vous le jure sur ma foi, malheureux galant, de toutes vos plaintes, mon cœur libéré veut toujours se rire. Croyez-moi, déjà je sais par expérience qu'en vous on ne trouve constance ni foi. Oh, comme elle est folle, celle qui vous croit. Polichinelle. Quelle impertinente harmonie vient interrompre ici ma voix. Paix, là, taisez-vous, violon. Laissez-moi me plaindre à mon aise des cruautés de mon inexorable. Taisez-vous, vous dis-je, c'est moi qui veux chanter. Paix donc. Ouais. Ah hi. Est-ce pour rire? Ah, que de bruit. Je sais pas si on lit comme ça, mais bon. Le diable vous emporte, j'enrage. Vous ne vous tairez point. Ah, Dieu soit loué. Encore? Peste des violons, la sotte musique que voilà. Polichinelle chantant pour se moquer des violons. La 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 la. Toujours, encore, il fait des la 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 la. Il y a les violons qui doivent jouer, puis il se moque un peu des violons. Voilà. Les violons reviennent. Donc Polichinelle avec un luth dont il ne joue que des lèvres et de la langue en disant « plein temps, par ma foi, cela me divertit. Poursuivez, messieurs les violons, vous me ferez plaisir. Allons donc, continuez, je vous en prie. Voilà le moyen de les faire taire. La musique est accoutumée à ne point faire ce qu'on veut. Ô sus, à nous. Avant que de chanter, il faut que je prélude un peu et joue quelques pièces afin de mieux prendre mon ton.
Plan, 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 plein, plein, plein. Voilà un temps fâcheux pour mettre un luth d'accord. Plein, 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 temps, plan, plein, plein. Les cordes ne tiennent point par ce temps-là. Plein, plan. J'entends du bruit. Mettons mon luth contre la porte. Les archers, passant dans la rue, accourent au bruit qu'ils entendent et demandent en chantant « Qui va là? Qui va là ?» Polichinelle tout bas. « Qui diable est-ce cela? Est-ce que c'est la mode de parler en musique? Qui va là? Qui va là? Qui va là ?» Polichinelle épouvanté. « Moi, moi, moi !»« Qui va là, vous dis-je ?»« Moi, vous dis-je. »« Et qui, toi? Et qui, toi? »« Moi, moi. »« Dis ton nom, sans davantage attendre. » Polichinelle feignant d'être bien hardi. « Mon nom est, va te faire pendre. » Archer. « Ici, camarade, ici, saisissons l'insolent qui nous répond ainsi. » Entrée du ballet. Tout le guet vient, qui cherche Polichinelle dans la nuit. Violon et danseur. Donc là, ils sont tous à la recherche de Polichinelle. Donc Polichinelle, en fait, c'est lui seul qui parle à chaque fois. Et en fait, il y a les violons et danseurs qui arrivent à chaque fin de phrase. Donc c'est-à-dire, par exemple, là, il va dire « Qui va là ?» Puis là, il y a les violons et danseurs qui arrivent. « Qui sont les coquins que j'entends ?» Et là, violons et danseurs. « Eux !»« Oh là, mes laquais, mes gens, par la mort, par le sang, j'en jetterai par terre. Champagne, Poitevin, Picard, Basque, Breton. Donnez-moi mon mousqueton. » Polichinelle fait semblant de tirer un coup de pistolet. Pouh! Et ils tombent tous et s'enfuient. Polichinelle en se manquant. Ha ha ha! Comme je leur ai donné l'épouvante, voilà de sottes gens d'avoir peur de moi qui ai peur des autres. Ma foi, il n'est que de jouer d'adresse en ce monde. Si je n'avais tranché du grand seigneur et n'avais fait le brave, il n'aurait pas manqué de me happer. Ha ha ha! Les archers se rapprochent, et ayant entendu ce qu'il disait, ils le saisissent au collet. Archer. Nous le tenons, à nous, camarades, à nous, dépêchez, de la lumière. Ballet. Donc tout le guet vient des lanternes. Archer. Ah, traître! Ah, fripon! C'est donc vous, faquin, maraud, pandard, impudent, téméraire, insolent, effronté, coquin, filou, voleur! Vous osez nous faire peur! Polichinelle. Messieurs, c'est que j'étais ivre. Les archers. Non, 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 point de raison. Il faut vous apprendre à vivre. En prison, vite, en prison. Polichinelle. Messieurs, je ne suis point voleur. Archer. En prison. Polichinelle. Je suis un bourgeois de la ville. En prison. Qu'ai-je fait? En prison, vite, en prison. Messieurs, laissez-moi aller. Non. Je vous en prie. Non. Eh, non. De grâce. Non, non. Messieurs, non, non, non. S'il vous plaît. Non, non. Par charité. Non, non. Au nom du ciel. Non, non. Miséricorde. Non, non, non. Point de raison. Il faut vous apprendre à vivre. En prison, vite, en prison. Et n'est-il rien, messieurs, qui soit capable d'attendrir vos âmes? Archer. Il est aisé de nous toucher, et nous sommes humains. Plus qu'on ne saurait croire. Donnez-nous doucement 6 pistoles pour boire. Nous allons vous lâcher. Hélas, messieurs, je vous assure que je n'ai pas un sol pour moi. Au défaut de 6 pistoles, choisissez donc, sans façon, d'avoir 30 croquignoles. Des croquignoles sont des chiquenaudes ou 12 coups de bâton. Si c'est une nécessité et qu'il faille en passer par là, je choisis les croquignoles. Allons, préparez-vous et comptez bien les coups. Ballet. Les archers danseurs lui donnent des croquignoles en cadence. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8, 9 et 10, 11 et 12, et 13 et 14 et 15. Ah ah, vous en voulez passer? Allons, c'est à recommencer. Polichinelle. Oh, messieurs, ma pauvre tête n'en peut plus, et vous venez de me la rendre comme une pomme cuite. J'aime encore mieux les coups de bâton que de recommencer. Soit. Puisque le bâton est pour vous plus charmant, vous aurez contentement. Et les archers danseurs lui donnent des coups de bâton en cadence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah! Je n'y saurais plus résister. Tenez, messieurs, voilà 6 pistoles que je vous donne. Ah, l'honnête homme, l'âme noble et belle. Adieu, Seigneur Polichinelle. Messieurs, je vous donne le bonsoir. Adieu, Seigneur Polichinelle, votre serviteur. Adieu, Seigneur, adieu, Seigneur Polichinelle, très humble valet. Adieu, Seigneur Polichinelle, jusqu'au revoir. Et ils dansent tous, en réjouissance, de l'argent qu'ils ont reçu.
Le théâtre change et représente la même chambre. Et là, après, on se retrouvera pour l'acte 2. C'est très drôle.